Bien, bonjour. Alors, on va essayer d'être, en tous les cas, bref et concis et d'essayer d'envisager le sujet, en tous les cas, dans sa plénitude. Alors, pour pouvoir discuter autour de ce sujet qui intéresse beaucoup, puisque c'est demain l'évolution de la formation, en tous les cas, grand public pour la population française. Deux personnes sont avec moi sur scène. Tout d'abord, le colonel Éric Massol, de la Direction générale de la sécurité civile et de la gestion de crise, ministère de l'Intérieur, qui est chef de projet, donc qui lui-même est chargé du déploiement de ce projet 80% de la population formée, mais il nous en dira beaucoup plus. Je ne vais pas trahir ce qu'il vient de dire, parce qu'il nous fait déjà l'honneur d'être avec nous. On le remercie grandement aujourd'hui. Et donc, il nous donnera toutes les informations qu'il a en sa possession aujourd'hui pour pouvoir nous éclairer un peu plus sur ce dispositif. Et puis, Louis-Marie Poitou. Louis-Marie Poitou est chargé du pôle formation à la direction des activités bénévoles et de l'engagement. Donc, une partie d'entre vous peut-être le connaissent déjà. En tous les cas, c'est quelqu'un qui est depuis très longtemps dans le réseau et on le remercie d'être revenu vers nous pour pouvoir ensuite prendre en charge en tous les cas, ce pôle formation. Voilà, alors, on va entrer directement dans le vif du sujet. Donc, brièvement, je vais vous dire comment ça va se passer. On va faire quelques interventions générales sur le sujet de la formation et de la formation en grand public. Le colonel Massol va intervenir aussi quand il veut et pleinement sur ce qu'il a envie de dire. Et puis, on vous donnera aussi la parole. Il y aura une petite séance de questions qui malheureusement risque d'être un peu raccourcie parce qu'on a eu une petite contrainte de temps sur l'intervention précédente. Mais enfin, en tous les cas, on essaiera de balayer le plus largement possible le sujet. Donc, tout d'abord, je vais me tourner vers Louis-Marie et puis lui demander peut-être de nous rappeler un peu ce que signifie la formation grand public à la Croix-Rouge française, peut-être dans son organisation, dans les produits de formation qu'on propose et peut-être aussi même dans l'historique de la formation grand public et de sa relation très étroite avec la Croix-Rouge française. Merci Philippe. La Croix-Rouge française, elle est reconnue au travers de la formation grand public, de la formation secouriste aussi à destination des bénévoles. Ça fait des dizaines d'années, d'autres dans la salle pourraient en parler avant moi, mais ça fait très longtemps que la Croix-Rouge elle est reconnue pour son expertise dans le domaine de la formation notamment à destination du grand public. Dès qu'il s'agit des gestes de premier secours, notre expérience et notre expertise, elle est reconnue par l'État, par les autres associations agréées de sécurité civile, et cela y compris au-delà des frontières françaises, au sein du mouvement Croix-Rouge, de la Fédération internationale ou du Comité international de la Croix-Rouge. La Croix-Rouge française fait figure de leader, de référence dans le domaine des premiers secours. Concrètement, au quotidien, la formation, elle est chez nous regroupée dans un département qui s'appelle le département engagement, formation et initiative. Ça veut tout dire de la place qu'on donne à la formation. On pense que la formation, c'est vraiment quelque chose qui nourrit l'engagement des bénévoles que vous êtes, mais aussi l'engagement des citoyens quand ils viennent se former aux gestes de premier secours. Alors il y a le PSC1 que tout le monde connaît, mais la Croix-Rouge française, elle s'est aussi engagée à faire en sorte que la formation grand public, quand on parle de gestes qui sauvent ou de gestes de premier secours, elle puisse concerner tous les âges de la vie, du plus jeune, des 3 à 5 ans, aux plus âgés, les seniors, pour répondre à leurs besoins spécifiques et essayer vraiment de faire en sorte que toutes les classes d'âge soient sensibilisées et mobilisées autour des premiers secours. C'est aussi un engagement qu'on veut porter auprès de tous les publics, qu'ils soient en situation de handicap, migrants, vacanciers, bref, toute la population dans sa diversité. Voilà, c'est une fierté à la Croix-Rouge. Oui, tout à fait. Et d'ailleurs, en ce qui concerne cette formation au premier secours, et peut-être la conception qu'elle peut être une réponse à l'envie de s'engager. Est-ce que vous pourriez nous en dire un peu plus, Louis-Marie, sur ce sujet-là? Oui. Oui, Philippe. On considère que la formation au premier secours, c'est vraiment la première façon de vivre une citoyenneté active. Je vous ai dit, on considère que la formation, l'engagement, ça va de pair. Concrètement, comment ça se caractérise? Eh ben, dès 12 ans, à la Croix-Rouge, on peut être initiateur premier secours. Voilà.
dès 12 ans, on permet à des jeunes de former des personnes plus âgées qu'eux aux gestes de premier secours dans le cadre de formules courtes qui sont vraiment des produits d'appel au sein de la Croix-Rouge française pour faire en sorte après que la population vienne au PSC1 dans une démarche, on va dire, de solidarité, d'altérité. Ça, c'est vraiment quelque chose qui fait partie de notre ADN. Ça se concrétise aussi dans la façon de s'adresser aux jeunes dans les écoles au travers de l'offre éducative à la Croix-Rouge. Si vous ne connaissez pas l'offre éducative à la Croix-Rouge, je vous invite vraiment à vous tourner vers le stand engagement et le quartier engagement et le quartier jeunesse. Ça permet à des jeunes écoliers de vivre l'expérience Croix-Rouge, notamment au travers de sensibilisation au premier secours. Voilà. Donc, ce sont des exemples parmi d'autres pour nous de la façon de lier formation aux gestes qui sauvent et engagement citoyen. Alors là, pour la question d'après, en tous les cas, pour le sujet d'après, je vais m'adresser à vous deux, en tous les cas, Marie et Éric Massol. J'aimerais qu'on parle de l'importance d'un dispositif lié au premier secours et qui serait disséminé tout au long de la vie. Alors c'est un sujet qui a hanté nombreux gouvernements successifs, puisque moi, depuis que je suis sapeur-pompier, ça fait très longtemps, j'ai toujours entendu dire qu'il fallait former toute la population au secourisme. La loi de 2004 de modernisation de la sécurité civile l'a inscrite. Et malheureusement, il a fallu qu'on attende les attentats parisiens, 2015-2016, pour que le ministère de l'Intérieur se bouge un peu. Et que, je ne sais pas si vous vous rappelez, mais en 2016, le ministère de l'Intérieur a organisé 2 mois d'initiation. Alors ça ne s'appelait pas les gestes qui sauvent, mais c'était ça, quoi. C'était le début, c'était les prémices. De formation grand public gratuite organisée par toutes les préfectures, sur tout le territoire. C'était le mois de février et le mois d'octobre. Il manquait, comme outil pédagogique, d'officialiser ces 2 heures de sensibilisation d'initiation. Il faut savoir qu'en France, les grandes associations comme la Croix-Rouge et d'autres avaient produit leur propre formation d'initiation, qui avait diverses appellations, mais aucun texte réglementaire ne l'avait fixé. Donc ces 2 mois gratuits de formation grand public en 2016 ont été un succès mitigé. Ça a démarré très fort à chaque fois en début de mois, et en fin de mois, on était en bout d'offres de formation et en bout de demande. C'est-à-dire qu'en France, on sait pourquoi on n'arrive pas à former la population au secourisme. C'est tout simplement parce que les Français ne sont pas franchement demandeurs, et puis tout simplement aussi parce que, comme les Français ne sont pas demandeurs, l'offre de formation, elle n'est pas taillée pour, quoi. Elle n'est pas taillée pour former massivement la population. Et quand je dis ça dans le plus grand respect de la Croix-Rouge, parce que je commence aussi en vous remerciant pour toutes les actions que vous faites. On estime aujourd'hui qu'à peu près 20% de la population française est qualifiée au secourisme, donc dispose d'une qualification, ce n'est pas initiation, qualification, pas forcément toujours recyclée. Et d'ailleurs, le recyclage pose un vrai problème. Et on peut estimer à 60% la population qui est soit qualifiée, soit initiée, soit sensibilisée, ce qui fait que quand même c'est pas mal. Mais quand on regarde les pays nordiques, les pays nordiques ou les pays anglo-saxons, ils sont à plus de 95%. Voilà. Et alors le vrai problème, c'est le recyclage derrière. C'est que quand on a été initié ou quand on a été certifié 10 ans après, qu'est-ce qu'il en reste? Voilà. Donc en 2016, on a compris qu'il y avait un gros problème d'offres et de demandes et qu'il fallait absolument fixer dans le marbre un petit module pédagogique qui s'est appelé GQS, Gestes qui sauvent, et qui a été fixé par arrêté du 30 juin 2017. Alors cette petite initiation, sensibilisation est la clé du démarrage du projet. Là, enfin, on va pouvoir se lancer dans quelque chose qui va consister vraiment à massifier les formations secourisme. Donc le nouveau président de la République a commandé en octobre 2017 le fait d'atteindre 80% de la population formée ou sensibilisée au geste de premier secours. Geste de premier secours, pas forcément geste qui sauve. C'est toute formation au secourisme, quelle qu'elle soit, avec les gestes qui sauvent évidemment. Fin d'année, tout début d'année, on a organisé des réunions dont vous avez participé au ministère avec tous les partenaires du secourisme, qu'ils soient publics, privés, associatifs. Et on vous a demandé des contributions. On a recueilli plus d'une centaine de contributions, d'idées qu'on a recueillies, qu'on a classées. Et on a monté un projet
qui vise à former, justement, à atteindre ce pourcentage de 80% de la population. Alors, ce projet s'articule d'abord sur l'idée qu'il faut augmenter la demande et qu'il faut augmenter l'offre. Voilà, si on se lance comme ça, en demandant à la Croix-Rouge de former la cible, c'est 40 millions de personnes. Voilà. 80% de la population, sachant qu'il y en a 20% qui sont formés de façon fiable, il reste 40 millions de personnes à former. Et la France ne s'est jamais lancé un défi aussi grand de formation massive, même si c'est que 2 heures pour les GQS. Donc, il faut augmenter la demande, parce que si on augmente l'offre et qu'il n'y a pas de demande, c'est une catastrophe. À l'inverse, il faut augmenter l'offre, parce que si on crée la demande, il faut que l'offre puisse répondre. Pour la demande, on compte sur d'abord un plan de communication qui pourrait se faire fin d'année ou début 2019. Donc là, on est en train de demander les budgets pour. Bon, on sait qu'on demande beaucoup pour avoir un peu. Et puis après, on compte aussi sur les GQS comme produit d'appel pour le PSC1. Et donc, on cible bien que le PSC1, c'est l'objectif. On a bien compris, et je pense qu'on en a parlé, on est tous d'accord, la première formation, la première compétence qui permet à un citoyen de pouvoir véritablement agir face à une détresse, c'est la compétence acquise par le PSC1. Alors, on s'est posé la question du contenu pédagogique. Est-ce qu'il faut retravailler le contenu pédagogique? Est-ce qu'aujourd'hui, il est adapté ou pas? Bon, on a immédiatement fermé l'idée, parce que dans les contributions, ça venait très souvent. On a immédiatement fermé cette idée, parce que si on rouvre le débat sur le contenu pédagogique, on a 5 ans de débat d'experts et on n'y arrivera jamais. Donc, et pour les GQS aussi. Donc, on s'est dit, non, ça c'est bon, ça devra se faire à un moment ou à un autre, mais il faut le décorréler du projet. D'autres idées, et j'y reviendrai dessus, consistaient à dire qu'il faut mettre le PSC1 obligatoire au permis de conduire. Alors ça, c'est une très bonne idée, sauf que si on le met là, maintenant, obligatoire au permis de conduire, il n'y a plus beaucoup de jeunes qui peuvent passer le permis de conduire sans être obligés de payer 70 € auprès et donc, on crée un blocage monumental, et puis je ne sais même pas si les associations seront capables de répondre massivement à la demande immédiate. Voilà. Donc il y avait plein d'idées qu'on a bien gardées et qui sont dans le plan échelonné dans le temps. Oui. Je vais y venir. J'insiste sur le fait que le PSC1 est la cible pour pas qu'on l'oublie. C'est que le PSC1, c'est l'investissement à long terme qu'on va demander à l'éducation nationale de mener. Voilà. Et qu'elle a commencé à mener d'ailleurs. Et qu'on va lui demander de mener pleinement. Les GQS, c'est l'action immédiate et temporaire qu'on va engager de façon massive sur les 4 ans qui viennent. Et en 2022, on arrêtera, vous allez vite comprendre pourquoi, parce que ce que je vais vous dire va vous choquer tout à l'heure. Je pense que j'aurai plein de questions. Mais si on veut arrêter cet engagement massif de la formation GQS en 2022, c'est parce qu'on ne veut pas non plus bouleverser le paysage économique de la formation de secourisme au-delà de 2022. Voilà. Mais bon, en discutant avec les grandes associations, avec vous et avec d'autres, on a compris que dans tous les cas, personne aujourd'hui ne sera capable de former 40 millions de personnes en 4 ans. C'est impossible. Donc le deuxième volet du projet va viser à trouver là où les solutions qui vont permettre de former 40 millions de personnes au GQS. Et pour nous, les GQS, c'est le produit d'appel au PSC1. C'est-à-dire que c'est bien parce qu'on va former 40 millions de personnes au GQS qu'on aura probablement une proportion beaucoup plus importante qu'aujourd'hui de gens, du stock. Alors j'expliquerai ce qu'est le stock, c'est un vilain terme, mais j'expliquerai ce qu'est le stock par rapport au flux. De gens qui ont quitté le réseau de l'éducatif, qui auront été formés au GQS, sensibilisés au GQS et qui viendront beaucoup plus facilement au PSC1. Alors je reviens au début. Pourquoi un problème de demande? C'est parce que tout simplement le secourisme fait peur, pour plein de raisons, et qu'on a besoin absolument de prendre les gens par la main pour leur montrer qu'il ne faut pas en avoir peur. Et les GQS obligatoires ou très incitatifs pendant 4 ans, pour nous c'est le meilleur produit d'appel pour que les gens comprennent qu'il ne faut pas avoir peur et au contraire il faut y aller. Mais je disais bien, la cible c'est le PSC1, donc le premier volet, et là je vais aller dans le détail. Le premier volet, c'est le flux. On parlait de classe d'âge, donc c'est les classes d'âge montantes des jeunes qui vont rentrer dans la vie active après. C'est l'investissement qu'on va demander à l'éducation nationale, donc de prendre
Alors, l'éducation nationale est déjà engagée, puisqu'en depuis 2 ans, elle forme à l'APS, à prendre la portée secours dans les écoles primaires. Elle commence tout petit peu les GQS en 6e, 5e, ça dépend des académies, et elle s'est beaucoup plus engagée sur le PSE1 en 3e. Donc une circulaire, alors tout ça c'était inscrit dans la loi 2004 de modernisation de la sécurité civile, mais ça a été acté dans une circulaire de l'éducation nationale de 2016 qui fixe l'objectif de 70% des PSE1, des collégiens de 3e formés au PSE1. Fin 2017, la moyenne nationale atteinte était inférieure à 50%, devait être 45%. Donc ça veut dire qu'en 2017, 45% des jeunes de 3e de collège avaient le PSC1. C'est énorme. Une classe d'âge, c'est 800 000 jeunes par an. Alors d'une année sur l'autre, ça peut varier, hein. Mais c'est en moyenne 800 000 jeunes par an. L'éducation nationale a déjà atteint 45% à peu près de PSC1 formés en 3e. Alors il y a des académies qui n'ont pas du tout avancé, qui n'ont rien fait. Il y a des académies qui ont atteint des pourcentages beaucoup plus élevés que 45%, qui sont quasiment 80-90%. La moyenne nationale est à 45%. On estime que l'effort de l'éducation nationale à l'APS aux écoles, un peu de GQS en début de collège et le PSC1 100% cette fois, 100% des 3e de collège au PSC1, bon, on est convaincu que c'est l'avenir. De toute manière, ce n'est pas la peine d'aller chercher d'autres solutions. C'est bien au travers de l'éducation nationale qu'on va éduquer les classes montantes qui rentrent dans la vie active. Voilà, donc on travaille aujourd'hui avec l'éducation nationale pour qu'elle puisse avoir les moyens de le faire. L'éducation nationale va faire le choix de la régie, c'est-à-dire de prendre, de se mettre autonome, en capacité d'autonomie de formateurs et de formation de formateurs. Actuellement, elle est à monter en puissance de cette capacité d'autonomie, et d'ailleurs vous participez à cette montée en puissance. Et cette montée en puissance, on l'apprécie, elle durera un bon moment, hein, parce qu'il y a beaucoup de monde à former. Vous savez ce que c'est que de former des formateurs, hein, là, on n'est pas sur de l'initiation GQS, là, on est sur des formateurs. Voilà. Une nouveauté aussi, c'est que depuis 2 ans, tous les enseignants qui sortent des écoles d'enseignants ont le PSC1. Donc ça veut dire qu'ils sont déjà tous sensibilisés. Tous les jeunes enseignants qui rentrent dans l'enseignement sont sensibilisés au PSC1. Alors il y a un sujet, c'est le stock des enseignants qui sont sortis depuis avant 2 ans de ce système éducatif, de système de formation professionnelle. Donc tous ces enseignants-là, il va falloir qu'on les rattrape aussi. Voilà. Donc, actuellement, on est en train de travailler avec le cabinet du Premier ministre et l'Éducation nationale pour mettre en capacité l'Éducation nationale d'atteindre cet objectif de 100% en 2022. Et d'atteindre sa capacité d'autonomie de formateurs en régie, probablement au-delà de 2022. Voilà. Donc ça, c'est le flux. C'est mettre le paquet sur le flux, parce que plus tôt on mettra le paquet sur le flux, plus tôt on atteindra la cible qui sera forcément lointaine. Deuxième volet, c'est les GQS, donc je disais, c'est trouver une solution pour massifier la formation des GQS sur 40 millions de personnes en 4 ans. Et donc là, je vais dire une horreur, mais on va le faire. On va donner autorisation à tous les organismes de formation existants qui seront capables de se doter de PSC1, parce que pour ceux qui connaissent un peu l'arrêté du 30 juin 2017, un organisme de formation en secourisme n'a pas besoin de formateurs en secourisme pour initier au GQS. Bien sûr que les formateurs peuvent le faire, mais on peut réduire à la voilure au simple PSC1 récemment formé, de moins de 3 ans ou recyclé, et ayant reçu les rudiments pédagogiques. Voilà. Bon, eh bien, des organismes de formation professionnelle, il y en a 6000 en France, qui sont capables de trouver dans leur rang des formateurs qui sont PSC1, il est probable qu'il y en ait beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et ces organismes de formation professionnelle sont gérés par l'INRS. Je ne sais pas si vous savez, c'est ceux qui forment, ceux qui forment au SST, mais les 6000 ne forment pas au SST. Hein. Il y en a beaucoup moins qui forment au SST. Mais nous, ce qu'on propose, c'est tous les organismes de formation qui ont des compétences pédagogiques et qui ont des PSC1 frémoulus. Il faut qu'ils y aillent aussi. On n'arrivera pas à former 40 millions de personnes en 4 ans si chaque secteur de la société ne s'occupe pas de son secteur et ne forme pas les personnes de son secteur. Donc on a rencontré les différentes branches professionnelles qui sont d'accord, à la condition que ça ne soit pas obligatoire. Alors au début on s'est dit mais c'est du vent là, ceux qui veulent nous vendre, là, et les GQS ne seraient pas obligatoires, et donc, sauf qu'ils nous ont convaincus que si on rendait les GQS obligatoires, ça rendrait l'objectif, ça nuirait au côté positif de l'objectif.
Donc, on a tous convenu qu'il fallait inciter fortement à ce que les branches professionnelles, tous les secteurs d'activité portent le projet de former, enfin de libérer sur le temps de travail, on est d'accord, de libérer sur le temps de travail les salariés, les travailleurs. Alors c'est un sujet pour les petites entreprises, pour les artisans, pour les professions libérales, parce que là c'est eux-mêmes. Hein. Mais on travaille dessus pour que les employeurs puissent libérer sur le temps de travail et les organismes de formation puissent le faire dans le cadre de l'enveloppe nationale des 40 milliards de formation professionnelle. Donc tout ça, c'est imaginable. Il faut savoir que le secteur du privé, c'est la moitié de la cible. 40 millions de personnes au total. Le privé, c'est 20 millions. Après, il y a les fonctions publiques, c'est 6 millions de personnes. Les 3 fonctions publiques sont prêtes à s'engager aussi. Donc pour le territorial, les collectivités territoriales, on appelle ça c'est le CNFPT, qui est le centre de formation professionnelle de la fonction publique territoriale. Eux, ils sont prêts à former les 2 millions de personnes du territorial. La santé, au travers des CESU, qui forment, vous savez, la FGSU, ils sont prêts aussi à s'engager pour tous les personnels de santé et qui ne sont pas de santé, FGSU 1, FGSU 2. Et puis tous les services centraux de l'État sont aussi prêts à s'y engager. Après, on a les demandeurs d'emploi. Pôle emploi est prêt à intégrer dans la formation de réinsertion professionnelle les GQS. Après, on a pensé aussi à des cibles transversales, parce que là, on était sur des cibles verticales cumulables, qui sont les différents secteurs de la société qu'on peut cumuler pour arriver à 40 millions. Mais après, on a des secteurs transversaux, et on a pensé aux fédérations sportives. Il faut savoir qu'en France, il y a 14 millions de licenciés. C'est énorme. Et si on pouvait obtenir que les fédérations sportives s'engagent au travers de leurs moniteurs de sport, parce que tous les moniteurs de sport de toutes les fédérations sportives ont forcément le PSC1 recyclé. Et donc, visiblement, on est en plein là-dedans. Toutes les fédérations qu'on a rencontrées sont prêtes à s'engager dans la formation au GQS sur le temps associatif avec leurs moniteurs de sport. Voilà. Et donc là, on ferait du transversal, on essaierait de combler tous les trous qu'il y aurait pu avoir ailleurs. Voilà. Donc, je vais arrêter là parce qu'on a plein d'autres cibles, on a plein d'autres petites niches aussi. Mais bon, globalement, voilà, 2 volets. L'éducation nationale pour le flux qui cible le PSC1, c'est du long terme, pour qu'elle soit en régie. On a besoin de vous pour qu'elle puisse progressivement acquérir sa capacité de régie. Les GQS pendant 4 ans, au bout de 4 ans, tous les organismes de formation qui avaient compétence GQS la perdent. On revient dans une organisation d'économie classique. Au-delà de cette date, petit à petit, le PSC1 sera de moins en moins un sujet pour vous, pour les jeunes, parce que les jeunes rentreront dans l'active avec le PSC1, sauf que entre deux, nous, on aura activé tous les stocks qui, avec les GQS, iront vers le PSC1. Et les stocks, c'est nous, c'est toutes les classes d'âge vieillissantes qui sont sorties du système éducatif et qui, grâce au GQS, vont venir massivement, enfin, on espère, vont venir massivement vers les GQS. Donc là, on a toute une nouvelle population qui hésitait à venir, qui pourrait venir. Voilà, voilà globalement le projet. Alors l'arbitrage interministériel est en cours. On a une réunion au cabinet du Premier ministre le 2 juillet. On espère que l'arbitrage pourrait avoir lieu avant l'été. Bon, sinon, s'il n'a pas lieu avant l'été, il aura lieu en septembre et le projet pourrait démarrer avant la fin de l'année. Merci mon colonel. Donc très clairement, je pense qu'on va donner la parole à la salle. Docteur Méran, une question ? Oui, en matière de premier secours, on sait très bien que l'efficacité diminue avec le temps. Donc, les études scientifiques montrent bien que les recyclages, au début 3 mois, 6 mois, puis après 1 an, sont très efficaces pour le maintien des connaissances. Est-ce qu'on envisage effectivement un dispositif de maintien des connaissances à jour ? Oui. Alors, je vous ai dit que dans le projet, on va mettre en œuvre parce que toutes ces propositions ont été faites et on les a bien retenues. Sauf qu'on a des propositions qui vont pouvoir être mises en œuvre immédiatement et des propositions qui sont retardées au fur et à mesure de la réussite du continuum éducatif. Rendre le recyclage obligatoire au PSE1 dès maintenant, ça poserait quand même de grosses difficultés, ne serait-ce que pour tous les secteurs pour lesquels ce n'est pas obligatoire. Et d'un seul coup, on leur créerait une contrainte financière économique qui serait difficile à absorber. Il faut y aller progressivement. Dans le recyclage, il y a 2 idées de fond sur le recyclage. C'est d'abord de retenir l'idée du recyclage PSC1 obligatoire. Alors, 2 ans, 3 ans, c'est encore en débat. C'est 3 heures, ça on est tous d'accord. Ce qu'on voudrait, c'est que les GQS soient une petite brique on voudrait mettre en place aussi
une des idées qui nous avait été donnée, c'est le système de briques. C'est que les GQS soient une brique du PSC1, que le recyclage soit une brique du recyclage, que le PSC1 soit une brique du SST et aussi une brique du PSE1, PSE2, de la FGSU. Voilà. On voudrait que le français s'y retrouve un peu là-dedans et qu'il comprenne comment ça fonctionne. Parce qu'aujourd'hui, chaque fois que quelqu'un veut faire une formation de secourisme, il refait tout, quoi. Voilà. Et puis il y a aussi un autre sujet qu'on voudrait vraiment mettre en œuvre, c'est de la formation à distance. Voilà. On voudrait en France, alors c'est un grand tabou pédagogique, la formation à distance, c'est sans présentiel, hein, et qualifiante. C'est un grand tabou pédagogique en France. Il y a des pays nordiques qui l'ont franchi depuis longtemps. Ça, ils ont répondu à toutes les inquiétudes. Merci. Une autre question peut-être? Oui. Merci. Vous parlez donc de e-learning. On voit sur les stands à côté des démonstrations en réalité virtuelle de formation aux gestes qui sauvent. Est-ce que c'est aussi quelque chose vers quoi vous voulez aller pour justement permettre peut-être de la pratique et de l'initiation dans des conditions réalistes et de préparer peut-être mieux les gens à passer à l'action? Oui. Alors d'abord, le e-learning serait probablement aussi un produit d'appel. Comme les jeunes sont très numériques aujourd'hui, le fait qu'ils puissent découvrir le secourisme au travers d'un site internet accessible, très ludique, donc déjà, ça serait déjà une première chose. Deuxième chose, le e-learning, dans certains pays, le e-learning est qualifiant. Et ces pays ne se posent plus la question de savoir si le jeune qui est derrière l'écran, il se fait aider ou pas aider. Voilà. Ça, en France, c'est un truc qu'on a encore du mal à franchir. Et puis après, le e-learning de haute technicité, on dira, voilà, et qui aussi se développe sur des domaines techniques spécifiques comme le défibrillateur, par exemple, mais qui a du mal à se développer dans la formation que l'on dira générale, PSC1 et autres. Bon, je crois que vous, Croix-Rouge, vous en avez développé un. Oui, exact. On a encore des éléments à peaufiner, à développer pour que ce soit parfaitement déployé dans le réseau, mais on a cette ambition-là parce qu'on cerne bien aussi que les participants qui viennent aux formations premiers secours sont majoritairement des personnes qui viennent pour des raisons professionnelles. On a du mal à attirer ceux qui viendraient davantage pour le faire dans une démarche de citoyenneté ou une démarche de solidarité. Le e-learning, c'est bien sûr une des façons, avec la réalité virtuelle, d'adapter les nouvelles modalités du numérique dans la pédagogie des premiers secours. Il y a un groupe de travail au niveau national, au sein de l'équipe pédagogique nationale, donc fourni par des bénévoles qui travaillent sur ces sujets, à la fois sur la formation grand public, mais également dans la formation interne des bénévoles pour faire en sorte qu'il y ait une complémentarité entre la formation présentielle et distancielle. Pour autant, pour nous, ça paraît important de réaffirmer ce que la formation présentielle apporte, d'abord en termes de contact de la Croix-Rouge avec la population, parce que pour bon nombre de structures, qu'on soit dans des formations courtes, type initiation, ou dans du PSC1, ça reste des viviers de recrutement importants pour les structures bénévoles, et on veut penser aussi aux effets qu'induiraient des formations uniquement distancielles dans l'engagement ou en tout cas dans la vitalité d'un certain nombre de territoires qui puisent leurs ressources bénévoles secouristes par cet intermédiaire-là. Et puis parce qu'on fait en sorte que la pédagogie à la Croix-Rouge, dans les initiations, mais aussi dans les PSC1, elle met au cœur la réflexion des participants. Si vous connaissez l'initiation à la réduction des risques, si vous connaissez le nouveau module sensibilisation urgence sociale, si vous connaissez la prévention des accidents de la vie domestique, ce sont autant de modules de la Croix-Rouge sur lesquels on fait réfléchir les participants aux solutions qu'ils peuvent mettre en place. Donc on pense aussi que la pédagogie en présentiel, elle a quelque chose à apporter, en plus de ce que le distanciel va permettre de décloisonner peut-être comme accès à la formation, mais on croit dur comme fer aussi que le présentiel, il a toujours sa raison d'être. À nous d'être innovants, d'être stimulateurs pour donner ensuite envie aux personnes qui vivent cette expérience à la Croix-Rouge de la continuer en tant que bénévole et pourquoi pas en tant que secouriste. Merci. Donc Louis-Marie, est-ce que vous pourriez nous exposer un peu l'ensemble des dispositifs? On vous a cité quelques-uns là, mais il y a d'autres dispositifs qui permettent à la Croix-Rouge d'abord de répondre un peu à l'ambition affichée par le gouvernement et transmise ici par le colonel Massol, justement de cette formation du plus grand nombre. Je sais que ça fait des années qu'on
qu'on essaye, qu'on milite en tous les cas pour cette formation. Ça finit par arriver. Alors on est peut-être un peu pris de court au départ, mais enfin en tous les cas, l'idée est de vraiment s'inscrire dans ce dispositif. Donc quelles sont justement les actions que l'on mène, ce qu'on propose au public, et puis peut-être ce qu'on va proposer dans très peu de temps pour le reste de l'été? Merci pour le teasing. Oui, je vous l'ai dit en introduction, on a l'ambition qu'il y ait une personne par foyer qui soit formée au geste de premier secours. Donc c'est une autre façon de formuler, c'est un objectif de 80% que le colonel Massol a répété. On va réaffirmer aussi que se former au geste de premier secours, c'est d'abord penser aux personnes qui sont proches de soi. Vous verrez dans la communication autour de la Journée mondiale des premiers secours, qui est un dispositif à l'origine de la Croix-Rouge française et dont on peut être fier maintenant qu'il soit décliné dans l'ensemble des sociétés nationales, que c'est dans 9 cas sur 10 des proches qui sont concernés par la mise en œuvre d'un geste de premier secours. Donc quand on se forme au premier secours, on ne le fait pas uniquement pour des personnes qu'on ne connaît pas, qu'on croiserait par hasard dans les transports ou dans la rue, on le fait d'abord pour venir en aide à des personnes qu'on connaît, à des proches. C'est pour ça que dès 3 à 5 ans, au travers des initiations premier secours éveil, que par la suite dans le milieu scolaire avec des initiations premier secours pour les jeunes, puis ensuite au travers du PSC1, et ensuite encore plus tard dans les derniers âges de la vie, ou en tout cas dans les premiers derniers âges de la vie, au travers de bien-être, autonomie, on accompagne l'ensemble de la population à penser les gestes de premier secours, aussi bien en termes de prévention qu'en termes de gestes qui sauvent. Ça, c'est une approche vraiment dont on réaffirme l'importance. Et puis après, en termes de dispositifs, ce que nous dit le colonel Massol, c'est qu'il va falloir se réinventer parce que le PSC1, bientôt, ne sera plus le produit au travers duquel la Croix-Rouge formera au premier secours. C'est déjà le cas dans les chiffres. Plus de 130 000 personnes sont formées chaque année par la Croix-Rouge française au geste de premier secours. La moitié sont formés au travers du PSC1, et là je ne parle que des formations bénévoles. Ça veut déjà dire que dans notre façon de faire au quotidien, lorsqu'on forme au premier secours, on forme au travers d'autres modes de formation que le PSC1. Donc on a vraiment quelque chose à jouer dans notre spécificité Croix-Rouge, au travers des initiations à tous les âges, aussi au travers de tous les publics. Je rappelle que la Croix-Rouge a mis en place des initiations dans le cadre de contextes très spécifiques, par exemple auprès des personnes en situation de migration, pour adapter les premiers secours à ces populations qui ne sont pas forcément familières de ces gestes-là, auprès aussi des personnes en situation de handicap, au travers d'Autrement Capables. On est très fiers de permettre à des personnes qui ne sont pas forcément adaptées au PSC1 et à sa pédagogie traditionnelle, au travers d'une pédagogie adaptée Croix-Rouge, de pouvoir bénéficier aussi de cet enseignement du PSC1. Donc on a un formidable challenge à relever avec le réseau sur comment on se renouvelle après cette ère du PSC1 qui dure depuis quelques années déjà, et on aura besoin bien sûr du réseau pour nous aider à réfléchir. En attendant, vous l'évoquiez, pardon Philippe, tout à l'heure, on va lancer demain l'été qui sauve. L'été qui sauve, c'est le bébé de la caravane que vous avez connu pendant des années, dont on expliquera pourquoi elle est rentrée au garage. Mais l'été qui sauve, c'est l'ambition de la Croix-Rouge française, justement, pendant l'été, de former un maximum la population vacancière aux gestes de premier secours, que ce soit dans les centres et dans les bases de loisirs, que ce soit dans les événements organisés par les municipalités, qu'on soit à la plage, à la montagne ou en forêt. Cet été qui sauve, on veut vraiment aussi qu'il soit une vitrine de ce que la Croix-Rouge a à offrir de meilleur à la population en termes de gestes qui sauvent. Merci Lou-Marie. Il est 17h, alors on va essayer de pouvoir rendre en tous les cas la scène à l'heure. Mon colonel, peut-être un dernier mot avant qu'on arrive à la conclusion. Renouveler les remerciements, évidemment, pour tout l'investissement qui a déjà été mené, qui va être mené encore dans la sensibilisation aux gestes qui sauvent, dans la formation au PSC1. Effectivement, vous dire que le paysage va changer, mais on a le temps. Il ne va pas changer sur une année. Moi, je pense qu'il changera sur une dizaine d'années, mais ce n'est pas pour ça qu'il ne faut pas l'anticiper. J'espère qu'on va pouvoir enfin avancer sur ce sujet
avec vous et avec tous les autres partenaires. Et merci aussi pour toutes vos contributions qui vont permettre en 2022 alors je serai peut-être plus là moi à ce moment-là, mais qui permettront au suivant d'avoir le dossier qui permettra d'enclencher le cliquet pour les autres mesures. On compte beaucoup, à un moment ou à un autre, rendre le PS1 obligatoire au permis de conduire. Voilà, mais c'est trop tôt pour l'instant. Très bien, merci. Bah, écoutez, donc on va conclure cette table ronde. J'espère qu'elle a frustré personne et que, en tous les cas, sachez que si vous avez encore des questions, on reste à votre disposition pour y répondre. Et qu'avec tout ce qui a été annoncé, eh bien, on a encore pas mal de travail sur la planche et je pense qu'on se reverra plus que plus. Et vous serez tenus informés de toute façon dans le réseau très régulièrement des avancées du projet et de la position et des positions de la Croix-Rouge ou des dispositifs à mettre en œuvre dans les prochains mois. Là, merci.